Le domaine de Certes, sur le bassin d'Arcachon, un espace naturel sensible, un site protégé où l'on peut observer plus de 250 espèces différentes d'oiseaux. Le lieu idéal pour vous inviter à partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont dédié leur vie à la protection des animaux. Nous irons dans l'un des plus grands centres en Europe de secours à la faune sauvage installé ici même sur ce domaine. Puis nous partirons en plein hiver dans le parc national des Pyrénées pour voir comment on essaye de protéger une espèce menacée d'extinction. Nous irons ensuite à l'aquarium de La Rochelle où l'on vient au secours des tortues échouées sur nos côtes. Enfin, nous partirons dans le parc naturel régional Limousin-Périgord où l'on a lancé un programme de restauration d'une espèce aquatique en voie de quasi-disparition, la moule perlière, cap sur la Nouvelle-Aquitaine, des animaux et des hommes. Avec ses 400 hectares, le domaine de Certes, propriété du Conservatoire du Littoral, géré par le département de la Gironde, est l'un des plus vastes marais endigués d'Europe. Il accueille de nombreux migrateurs qui trouvent ici une halte indispensable dans leur long voyage. Mais parfois, protéger ne suffit plus. Il faut alors réparer les dégâts causés par les activités humaines. C'est la mission du Centre de soins pour la faune sauvage de la LPO. Créé en 2003, lors de la marée noire du Prestige, pour sauver les oiseaux mazoutés, ce centre accueille aujourd'hui tous les animaux sauvages de la Gironde et de la Dordogne. Grâce aux 8 permanents et aux 200 volontaires, le lieu est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, comme des urgences. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Alors lui, il a pris une voiture. Et du coup, il a une fracture de la patte. Ah, carrément, il est plâtré. Ouais, il a un plâtre. Et puis il a une broche dans la patte. Oh, il a l'air apeuré, pauvre petit. Et oui, c'est un peu la panique pour lui, parce que c'est un animal sauvage. Et là, il s'est cassé une dent dans le choc. Et donc, il est très apeuré, parce que pour lui, on est des prédateurs. Il y a des humains qui causent des dégâts sur la nature et il y en a d'autres qui font tout pour tenter de les réparer, ces dégâts. Tout à fait, parce que nous, notre objectif, c'est avant tout de compenser l'activité humaine. Pas spécialement de remettre dans la nature, de sauver des vies coûte que coûte. C'est compenser l'impact de l'homme sur la biodiversité. Oh, petit tout. Donc lui, c'est super touchant. On va le ramener dans son box. Et puis, normalement, il devrait retrouver la vie sauvage d'ici à peu près un mois. On va lui cacher la tête. À chaque fois, on les emballe comme ça, on leur cache la tête pour pas qu'ils stressent trop. Parce que, donc, bien sûr, l'homme représente une source de stress pour eux et puis un danger. Et donc on tient à garder ce rapport distant avec les animaux pour pas les imprégner, pour pas les habituer à l'homme. Et parce qu'il faut pas oublier qu'on est la source de danger pour eux. Après les soins, l'objectif est de rendre leur liberté à ces animaux. Cela fait plusieurs mois que Manon et son équipe prennent soin d'un jeune rapace. Dernier examen avant le grand jour pour ce Milan. C'est bon. Qu'est-ce qu'il avait celui-ci à la base? Une fracture à l'aile, oui. Je la sens très très bien d'ici d'ailleurs. Il avait une fracture ici au niveau de l'articulation. Mais ça s'articule très très bien. Qu'est-ce que tu ressens là quand tu sais que cet animal, cet oiseau, tu l'as sauvé? C'est l'accomplissement des mois de travail. Et puis, c'est pas les mois de travail que j'ai fait seule, c'est les mois de travail qu'on a fait à 200 pour arriver à soigner ces animaux-là. Donc, le moment du relâcher, ça veut dire qu'on a bien bossé. Donc, c'est l'accomplissement de tout ce travail-là. Et puis, ça nous fait plaisir de remettre un reproducteur potentiel dans la nature. C'est surtout ça qui est important pour nous.
Alors Eric, je vais te demander de mettre les gants, si c'est possible, et je vais te donner l'oiseau. C'est-à-dire, c'est moi qui vais faire le relâcher? Ben, du coup, oui. Wow. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Si toi, tu sais pas comment faire, lui, il sait. Ça ira. C'est mieux volé que moi. Il sait forcément mieux voler que toi. Et puis, il est assez calme parce que c'est un Milan. Et les Milans font les morts, naturellement. Donc, on l'attrape ce qu'on appelle en bouquet. C'est-à-dire les pattes le long du corps, les ailes le long du corps. Voilà, on le tient bien comme ça. Donc lui, il va pas trop bouger parce que de toute façon, il cherche à faire le mort. Je lui remets bien ses plumes en place, voilà. Et donc en fait, on va viser un point. Et puis on va prendre un petit peu d'élan, comme ça, et on va compter jusqu'à 3. À 3, tu lui donnes un petit peu d'impulsion sans viser le haut, hein, en visant tout droit. Et on le lâche. Et il va se débrouiller. Combien de relâchés d'oiseaux tu as fait, toi? On relâche à peu près 65-70% des animaux qui sont soignés au centre. Donc on en reçoit 4000 par an, ça fait des milliers, heureusement, chaque année. C'est notre contribution à la protection de la biodiversité. Et le fait de pouvoir les relâcher, on s'est dit qu'on a fait un petit quelque chose. Je veux te féliciter et à travers toi, tous ceux qui travaillent avec toi. C'est un super boulot. Et moi, je sens son cœur qui bat. C'est très... Ouais, c'est très touchant, c'est très émouvant. Alors, il y a une proximité ici avec les animaux, on les approche de très près, on sent leur stress, leur souffrance. Ah ouais, je te dis, là, c'est... Je vais essayer de ne pas pleurer en leur lâchant. Mais je sens que ça monte. Alors, allez, je me mets en place. Alors, donc on va viser un point à l'horizon et puis prendre un petit peu d'élan, comme ça. Vas-y. Allez, 1, 2 et 3. Ouais. Il vole. Il a fait une petite envolée de pigeons avec. Ah, il est bien parti. Voilà, à peine parti, vous voyez, il a été rapidement rejoint par des copains. Nous partons maintenant en vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une voie de passage millénaire entre la France et l'Espagne, qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres le long du Gave qui lui a donné son nom. Éric accompagne ce matin Patrick et Jérôme, 2 gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, dans l'une des zones les plus sauvages de ces montagnes béarnaises. Ici, nous sommes en Haute-Vallée d'Aspe, sur le site du Somport, dans le cœur du Parc national des Pyrénées. On est à peu près à quelle altitude, là? On est à environ 1600 mètres d'altitude. Paysage sublime, tout blanc. Patrick, moi je vois surtout justement le décor de la vie qu'on a autour de nous. Bien sûr, on est sur une zone très riche en biodiversité. Par contre, les animaux, en pleine journée comme ça, ils sont plutôt à l'affût de ce qui pourrait être un danger. Donc il n'est pas exclu qu'il y en ait un en ce moment qui nous regarde. Donc il observe, il sait que tant qu'il n'est pas en danger, il peut rester sur place, c'est ça? Il a une distance de fuite qu'il sait lui-même fixer. Et au-delà de ça, il vous laisse passer sans aucun problème. Créé en 1967, le Parc national des Pyrénées s'étend sur 100 km, à cheval sur les 2 grandes régions du Sud-Ouest, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Son objectif est de protéger et d'étudier les patrimoines naturels, culturels et paysagers, tout en permettant à tous d'en profiter. Aujourd'hui, la mission de Patrick et Jérôme est de vérifier le respect des zones de quiétude mises en place pour un animal aussi étonnant que méconnu, le grand tétras, appelé aussi coq de bruyère. C'est ce qu'on appelle une relique glaciaire. Autrement dit, il est arrivé dans les Pyrénées il y a 25 000 ans, quand d'énormes glaciers recouvraient ces montagnes. Bon, tu vois là, Eric, là, ça c'est la nourriture optimale pour le grand tétras là, pendant l'hiver. Il se nourrit principalement d'aiguilles de résineux, soit de sapin, soit de pin. Il a fait des réserves de graisse pendant l'automne en mangeant des myrtilles et des framboises. Et voilà. Et après, pendant l'hiver, ce régime alimentaire lui permet juste de se maintenir en vie. Si on le dérange, il va partir plus bas. Et après, il va remonter sur sa zone d'hivernage. Et là, voilà. Ils puisent dans leur réserve, voilà. Du coup. Et là, les scientifiques ont dit, au bout de 3 fois, comme ça, il se parasite et il meurt. D'un naturel craintif, le grand tétras est très difficile à observer, surtout en hiver. Au printemps, pour faire un état des lieux et procéder au comptage, les gardes du parc viennent très discrètement espionner l'animal lors de son étonnante parade nuptiale. Mais avant de séduire sa belle, le grand tétras doit passer l'hiver.
la période où il est le plus en danger. Le Somport n'est pas ce qu'on appelle une usine à ski, bien au contraire. L'endroit, réputé pour ses pistes de fond et ses belles randonnées raquettes, séduit les amateurs de grands espaces et de liberté. Alors, pour protéger le Grand Tétras, le parc a mis en place un peu partout des panneaux interdisant l'accès aux zones de quiétude. Mais le travail de pédagogie est long. L'enjeu est de taille. Sur le site du Somport, il ne reste plus que 2 femelles et un seul mâle. Ouais, c'est beau, hein, je vous envie. Hein. Waouh. Donc c'est un itinéraire qui traverse une zone d'hivernage, zone refuge pour la faune sauvage et notamment pour le Grand Tétras. Ce week-end, par exemple, on a une influence assez monstrueuse d'un public qui n'est pas forcément averti à ce type de thématique. On voit qu'on a eu des débordements et des gens, certes, ils n'ont pas été dans la zone très à l'avant, mais ils ont quand même pénétré, ce qui donnera envie à d'autres personnes d'aller un peu plus en avant. Alors on va te dire, ouais, 1 mètre à côté, c'est pas grave. C'est ça, 1 mètre plus 1 mètre, le prochain va aller un petit peu plus loin. Et ainsi, toute la zone va être foulée par l'homme. Et il y a moyen de cohabiter, mais en respectant des règles qu'on peut tous se mettre en place. J'arrive les copains. Patrick, l'hiver, c'est quand même une période très dure pour les animaux. Quelle stratégie ils adoptent pour passer cette saison-là? Mais en fait, il y a deux grandes stratégies principales. La première, c'est d'hiberner. C'est ce qu'on va faire l'ours et la marmotte. Et après, il y a les animaux qui hivernent, comme l'isard, le renard. Hiverner, en fait, c'est passer l'hiver. C'est pas dormir, contrairement à hiberner, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il faut tout à fait qu'il exploite la moindre source de nourriture. Donc ça va être des lichens dégagés par une avalanche sur une arête et déneigés par le vent. Ça va être un arbuste qui va lui donner un petit bout d'écorce. Il va être capable de se jucher sur ses pattes arrière pour venir gratter un peu cette essence qui permettra de récupérer des protéines. Quel génie, quoi, quand même. Hein. Ça force l'admiration. C'est sûr, ils n'ont pas la chance d'avoir comme nous des triples couches, des Gore-Tex, tout ce qu'on pourra inventer l'homme. Et en attendant, ils sont dans ces montagnes, quoi. Voilà, eux, ils sont là et toutes les nuits, quand nous, on est au chaud chez nous, ils continuent à vivre là, quoi. Voilà, c'est ça. Chapeau, les isards. Allez. Après la montagne, la mer. Direction l'aquarium de La Rochelle, en Charente-Maritime, l'un des plus grands en Europe. Avec 800 000 visiteurs chaque année, c'est le premier site touristique du département. Cet aquarium, c'est avant tout une histoire de passion, partagée par une même famille. Une aventure qui unit 3 générations. Une forêt tropicale avec certes quelques piranhas, mais principalement des végétaux. Ça peut surprendre, Ambre, dans un aquarium, et pourtant. Tu sais, on est 3 générations à avoir travaillé à l'aquarium. Et son fondateur, René Coutan, mon grand-père, effectivement était ingénieur agronome. Donc c'est un hommage, parce que c'était un passionné du monde de la vie, sous toutes ses formes. Mais alors, comment lui vient le virus, entre guillemets, de l'aquariologie? On est dans les années 60. Exactement. C'est dans ses balbutiements à cette période. C'était un pionnier, effectivement, qui s'est intéressé au monde sous-marin et qui a voulu justement pouvoir les étudier, construire des aquariums. Et finalement, ce sont son fils et sa fille, Roselyne et Pascal Coutan, qui vont réaliser son rêve en créant en 88 le grand aquarium La Rochelle. Et il y a notamment une espèce incroyable qu'on admire au sens premier du terme, ce sont les méduses. On a une appréhension sur les méduses, ça pique, on a tout de suite un aspect, comme avec les requins, mon Dieu, plutôt assez négatif. Et ben non, c'est magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement la réaction des visiteurs qui découvrent un animal, mais gracieux, délicat, qui nage, qui danse. Ça a sa place dans la chaîne alimentaire, c'est important dans l'océan, les méduses. Tout à fait. Elles font partie de l'alimentation de différentes espèces, notamment des tortues. Comme beaucoup d'autres, l'aquarium de La Rochelle a développé une activité scientifique afin de participer activement à la protection des océans. Créé en 2004, le Centre d'études et de soins pour les tortues marines est le seul habilité à recueillir les animaux échoués sur la côte atlantique, depuis les plages espagnoles jusqu'à la côte d'Opale. Florence, je vois que tu apportes les premiers soins à ton pensionnaire. D'où vient cette tortue?
Alors c'est une tortue de Kemp qui s'est échouée près du phare de la Coubre, près de la Tremblade. Et un promeneur nous l'a signalé, on a pu aller la récupérer. Une tortue comme celle-ci, une tortue de Kemp, elle arrive d'où? Comment elle se retrouve sur nos côtes atlantiques le long de la Nouvelle-Aquitaine? Alors les tortues marines, et notamment donc, les tortues de Kemp, ont des sites de nidification qui se trouvent du côté du golfe du Mexique. Et en fait, au cours des premiers stades de leur vie, notamment lorsqu'elles sont toutes petites, juvéniles, elles vont vraiment rentrer dans les grands courants marins. Donc en fait, quand elles sont au large, il peut y avoir des épisodes de courant, des épisodes de tempête qui vont les dévier de leur route. Donc là, tu la mesures? Je la mesure, ça me permet en fait de suivre sa croissance tout au long de sa période de réhabilitation dans notre centre de soins. Vous avez, je crois, recueilli plus de 250 tortues depuis que le centre existe. Exactement. Et l'objectif, c'est de les remettre à l'eau. Ça se passe comment? Les remises à l'eau s'effectuent directement depuis la plage. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Un travail accompli. Et puis, on se rend compte qu'on travaille sur des espèces marines protégées. Donc, on leur a également permis d'avoir une seconde chance. Ce n'est qu'une tortue, mais c'est une tortue. En coulisses, techniciens, soigneurs, biologistes sont au chevet des 12 000 pensionnaires. Mathieu Coutan, petit-fils du fondateur, a fait ses premiers pas dans l'aquarium familial. On se trouve en surface du bassin des requins qui fait toute la hauteur du bâtiment. Pourquoi plonger au milieu des requins? On va essayer de trouver ce qui tombe régulièrement de chez les requins, c'est leurs dents. Et les mâchoires des requins sont constamment en train de se régénérer pour avoir des dents neuves, parfaites, pointues, aiguisées comme il faut. Donc on dit qu'en moyenne, un requin, ça perd 20 000 dents dans sa vie. On a beau savoir qu'il ne risque rien, moi j'ai quand même un petit frisson, pas toi? Oui, mais plutôt une admiration, je dirais. Haha, c'est la récolte là? Bah, tu vois, elles se renouvellent énormément. Puis là, elles sont toutes blanches, nickel, impeccable. Magnifique. Super. Bravo. Ah, c'est super, ok. Bonne plongée. Tu sens qu'il y a quand même un petit paradoxe, c'est-à-dire quelque part ces espèces, on se dit elles seraient quand même mieux au milieu de l'océan qu'ici, et malgré tout, il y a un sens à cette action en termes de protection des océans. Des protections, et si on n'était pas convaincu de pouvoir recréer les milieux parfaits de bien-être pour ces animaux, on ne les conserverait pas en aquarium. À l'heure actuelle, tous les animaux que nous conservons sont dans des espaces qui recréent le plus fidèlement possible les conditions pour leur bien-être. Le parc naturel régional Périgord-Limousin est à cheval sur 2 départements, la Dordogne et la Haute-Vienne. Il couvre une superficie de 180 000 hectares. Créé en 1998, il a pour mission de préserver et valoriser les patrimoines naturels et culturels, tout en menant des actions innovantes. En compagnie de Frédéric et Myriam, nous partons pour une étrange expédition le long de la Dronne, une rivière de 200 km, réputée pour la qualité et la diversité de ses biotopes. Dis donc, on rentre dans une eau à combien de degrés là? 400 degrés à peu près là. 400 degrés, oui. La température est fraîche aujourd'hui. Là, on fait une petite prospection pour savoir si on a des moules perlières qui sont présents autour de cet ouvrage. Donc on fait un recensement, donc on utilise des bathyscopes qui nous permettent de voir sous l'eau. Alors, j'ai jamais vu, moi, de moule perlière. Ça ressemble à une moule, celle qu'on connaît, la moule que l'on mange, celle de la mer. Ça ressemble un peu à celle-ci, c'est un peu plus gros, parce qu'on a des individus qui vivent beaucoup plus vieux. Une moule perlière ici, ça vit jusqu'à 70-80 années. Ah oui. Donc ça vit assez vieux. Myriam, explique-moi pourquoi vous vous intéressez autant à cette espèce. Alors il faut savoir que la moule perlière, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Donc on a perdu plus de 99% de la population en 100 ans en France. C'est une espèce qui est emblématique ici puisqu'on a une des plus belles populations ici sur la Dronne.
Alors pourquoi dans la Drône on a encore la chance d'en trouver certes peu, mais encore quelques-unes malgré tout? On est dans un parc naturel, donc on a donc une grande partie du territoire qui est boisé, donc qui est relativement protégé donc des activités humaines. C'est-à-dire peu de pollution, quoi. L'eau, elle est de très bonne qualité. Voilà, tout à fait. Oui. L'eau, elle est de très bonne qualité. Bon, on continue notre exploration. Ouais, je crois que j'en ai une vivante là, je pense, qui est fichée dans le sable. Alors ça, Est-ce que c'est ce qui est au milieu là? Ouais, c'est ce qui est en plein milieu. Ah ouais. Il n'y a que le tiers supérieur qui sort du sédiment. Voilà, ça. Alors on voit, elle est en train un peu de s'ouvrir. Ça signifie que là, je tiens dans la main une survivante. On est sur des espèces qui sont vraiment menacées. Notamment, c'est leur habitat qui est menacé, c'est la rivière. Frédéric, c'est une moule qui se mange? Non, c'est pas une moule qui se mange, ça n'a aucune qualité gustative comme coquillage. On recherchait essentiellement la nacre à l'intérieur. Hein. C'était absolument pas fait pour être mangé, alors qu'effectivement il y avait des millions d'individus qui étaient sur la rivière. Alors, tu parles de la nacre. Moule perlière, ça signifie quoi? Qu'il peut se produire qu'on trouve une perle à l'intérieur? Tout à fait. Sur 1 millier d'individus, on peut avoir statistiquement une chance de trouver une perle. Et une perle qui n'est pas forcément de belle qualité, parce qu'elle fait ça avec des grains de sable qui sont charriés par la rivière et qui se trouvent bloqués dans la coquille. Et ça peut prendre des formes assez bizarroïdes et très rarement sphériques, comme on se l'imagine. Et celle-ci, je vais profiter du moment pour la remettre dans l'eau, parce que c'est une espèce protégée. Et là, ça fait un petit moment qu'on l'a sortie, il faut qu'elle aille se réhydrater. On raconte que Marie de Médicis s'était fait confectionner pour le baptême de son fils une robe ornée de 32 000 perles de rivière, soit 32 millions de moules récoltées pour l'occasion. La surexploitation, due à l'utilisation de sa nacre pour fabriquer des boutons, mais aussi la pollution des cours d'eau, explique que l'espèce soit aujourd'hui au bord de la disparition. Le parc a donc lancé un grand programme européen de réintroduction. Si dans la ferme aquacole de Firbex, on élève des truites fario, ce n'est pas pour le restaurant du coin, mais bien pour reproduire en captivité ce qui se passe normalement en milieu naturel. Car la moule perlière a un mode de reproduction aussi inhabituel que surprenant. Après fécondation, la femelle libère en effet de minuscules larves appelées glochidies. Pour grandir, ces larves vont avoir besoin d'un autre animal, la truite ou le saumon, qui va en quelque sorte faire office de couveuse. Magali, professeure d'écotoxicologie à l'Université de Bordeaux, vérifie que tout se passe bien à la maternité. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a les petites larves de moules, des glochidies, qui se sont accrochées dessus. Donc on voit tous ces petits ronds là, avec 2 petites valves. Donc ce sont les petites mulettes qui sont accrochées sur le poisson pour pouvoir grandir pendant 7 à 9 mois dans ses branchies. Et donc sur une branchie, il y a à peu près combien de moules potentiels? Alors là, on a juste une branchie, on peut en avoir 100, 200, et sur un poisson entier, ça peut monter à 700, 800 petites larves par truite. On pourrait croire que ces larves donc, qui sont fixées sur les branchies, elles agissent comme des parasites. Est-ce que c'est le cas? En fait, non. Pendant longtemps, c'est ce qu'on a cru, puisqu'elles s'accrochent dessus et elles se nourrissent un petit peu sur les branchies de ce poisson. Mais en fait, il y a un effet bénéfique aussi pour le poisson. Donc, ça stimule leur défense immunitaire et en fait, ça les protège, ça leur nettoie un petit peu les branchies et on pense plutôt que c'est une symbiose, en fait. C'est gagnant-gagnant, quoi. Voilà, c'est ça, la symbiose. C'est gagnant-gagnant. C'est ça, exactement. Lorsque l'on parle d'espèces menacées d'extinction, on pense aux ours, on pense aux lynx, et pas du tout à la moule, et pourtant elle mérite notre attention selon toi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas, donc elle est dans le fond de la rivière, elle n'est pas forcément connue, cette espèce. Et pourtant, c'est une espèce patrimoniale, elle est là depuis plus de 200 millions d'années. Elle fait partie d'une chaîne en plus, voilà, une chaîne où l'homme a sa place aussi. Exactement, et puis c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie, donc quand on la protège, on protège tout un cortège d'espèces autour, et c'est vraiment une garante de la biodiversité de nos rivières. Depuis le début, on parle de moule perlière. Alors ça signifie que de temps en temps, il y a des perles. T'en as déjà trouvé ou pas? Oui, on en a trouvé une.
C'est extraordinaire parce qu'on n'en trouve qu'une pour 1000 individus. Ah ouais. Et c'est très très rare. Et voilà, c'est une petite perle nacrée. Il faut bien comprendre que le programme de réintroduction, son objectif, c'est pas de pouvoir produire des perles. perles. Hein. Non, c'est vraiment sauvegarder l'espèce. Hein. Et donc, au contraire, on ne veut pas du tout toucher à cette espèce. On fait tout pour la réintroduire et pour qu'elle repeuple nos rivières comme auparavant.